Je ne pardonnerai jamais à Laetitia. Ces mots, prononcés non pas avec colère, mais avec un calme polaire en 2025, ont agi comme un séisme. David Hallyday, le fils aîné, l'héritier du sang, venait de rouvrir publiquement une blessure que l'opinion publique française pensait, à tort, cicatriser. Cette phrase, simple mais terrible, a résonné bien au-delà de la sphère privée. Elle est devenue une déflagration dans la mémoire collective d'un pays qui a fait de la succession de Johnny Hallyday son drame familial national. Derrière cette déclaration, il n'y a pas l'artiste à succès ni l'époux discret. Il y a l'enfant David Michel Benjamin Smet, né le 14 août 1966 à Boulogne-Billancourt, au cœur même du réacteur de la célébrité française. Son père, Johnny Hallyday, n'est pas un simple chanteur. Il est l'idole, le roi du rock. Sa mère, Sylvie Vartan, est la reine de la pop yéyé. Ensemble, ils ne forment pas un couple, ils sont le mythe absolu des années 60. De cette union, scrutée par des millions de regards naît un fils, un prince destiné non pas à vivre, mais à être exposé. Le poids de cet héritage est immédiat, total. Lorsque le couple mythique se déchire, David n'a que 6 ans. C'est le début d'une vie en clair-obscur, partagée entre le Paris tumultueux de son père et le Los Angeles solaire de sa mère. Cette dualité géographique forge son caractère. Loin de l'hystérie française, il grandit au lycée français de Los Angeles, apprenant très tôt à faire la distinction entre le tumulte assourdissant du show business et la solitude étrangement réconfortante des coulisses. Il voit la gloire, mais il en voit surtout le prix. Pour échapper à ce destin tout tracé, à ce nom trop lourd, il se réfugie dans la musique, mais pas celle de son père. Il choisit la batterie, la guitare, et commence à composer, cherchant sa propre voix dans le bruit incessant qui entoure le nom Hallyday. En 1988, le coup d'éclat. Il sort son premier album, True Cool, chanté en anglais. C'est un acte d'indépendance. Le succès est foudroyant en France et en Belgique. Le public découvre non pas le fils d'eux, mais un artiste à part entière, propulsé dans la sphère pop-rock internationale. 2 ans plus tard, Rocknerd confirme ce que True Cool avait initié. David est un mélodiste sensible, instinctif, à 1000 lieues des excès flamboyants de son père. Surtout, contrairement à Johnny qui est avant tout un interprète, David écrit ses propres textes. Il creuse des thèmes qui le hanteront toute sa vie. La famille fracturée, le poids de la mémoire, et ce manque, ce vide, laissé par un père à la fois omniprésent et insaisissable. Sa carrière n'est pas une explosion, mais une construction méticuleuse, à contre-courant de l'ouragan paternel. En 1999, l'album Un Paradis, un enfer marque un tournant. C'est l'œuvre d'un artiste mûr qui trouve enfin la synthèse parfaite entre ses racines rock et sa sensibilité pop. L'album est un triomphe, couronné aux victoires de la musique en 2000 dans la catégorie meilleur album pop-rock. Cette reconnaissance par ses pairs est cruciale. Ce n'est plus seulement le public qui la double, c'est l'industrie. Mais David Hallyday ne se contente pas d'être chanteur, il est musicien, un vrai. Il compose pour d'autres, signe des bandes originales de films, et, dans un geste qui prouve son besoin viscéral d'exister par lui-même, il se lance dans la compétition automobile. Sa participation aux 24 heures du Mans en 2003 Newton n'est pas un caprice de star. C'est la quête d'un autre type d'adrénaline, loin des scènes où seul le talent de pilote compte. Ce profil d'homme libre, d'artisan de sa propre vie, fascine. Il a indéniablement hérité du feu intérieur de Johnny, cette intensité brute, mais il la canalise avec la pudeur élégante, presque distante, de Sylvie Vartan. Sa vie amoureuse, bien sûr, alimente la presse. En 1989, il épouse le mannequin Estelle Lefébure, formant un couple glamour qui fait rêver la France. De cette union naissent ses 2 premières filles, Ilona et Emma, cette dernière devenant actrice à son tour. Mais après leur séparation, David ne cherche pas à remplacer un mythe par un autre. Il trouve l'équilibre, le vrai, auprès d'Alexandra Pastor. Ce choix est tout sauf anodin. Héritière de la dynastie monégasque des Pastor, l'une des familles les plus riches et surtout les plus discrètes d'Europe, Alexandra lui offre ce qu'il n'a jamais eu, la tranquillité.
Ce mariage le fait entrer de plain-pied dans un monde où le luxe assourdissant est remplacé par l'opulence silencieuse. Propriété à Monaco, hôtels familiaux, yachts, la fortune est colossale, mais elle fait pas de bruit. C'est l'antithèse absolue du clan Hallyday. Pourtant, derrière la façade de la réussite parfaite, de l'artiste accompli et du genre idéal, David reste hanté. Le passé n'est jamais loin. Il avouera souvent que la gloire écrasante de ses parents fut à la fois un cadeau empoisonné et un fardeau permanent. Il a passé sa vie à tenter d'exister sans renier cet héritage, un exercice d'équilibriste épuisant. L'artiste, devenu père à son tour, cherche désespérément la paix là où son enfance n'en a jamais trouvé. Il la trouve dans la musique. Chaque note qu'il joue, chaque mélodie qu'il compose, semble être un dialogue silencieux, parfois apaisé, parfois tendu, avec ce père disparu trop tôt, ce géant dont l'ombre continue de tout couvrir. La musique devient son seul langage, le seul refuge où la douleur complexe de sa filiation peut enfin se transformer en mélodie. Au-delà de la fracture émotionnelle, le nom Hallyday renvoie à un empire économique colossal, un patrimoine de gloire bâti sur 50 ans de scène. À sa mort en 2017, la fortune de Johnny est estimée à plus de 100 millions d'euros. C'est un inventaire à la Prévert du succès. La villa de Marne-la-Coquette, les propriétés de Saint-Barthélemy et Los Angeles, un catalogue musical de plus de 1000 chansons générant des royalties substantielles, des voitures de collection et des contrats publicitaires toujours actifs. Selon le testament californien, rédigé sous une loi ignorant le principe de la réserve héréditaire française, l'intégralité de cet empire revient à Laetitia et à leurs deux filles adoptives, Jade et Joy. Les enfants biologiques David et Laura sont déshérités. La question qui déchire alors la France est simple. Un héritage financier peut-il et doit-il effacer les liens du sang? Face à ce choc, David Hallyday n'est cependant pas un héritier démuni, loin s'en faut. Il n'a jamais eu besoin de l'argent de son père pour exister. Sa propre carrière, entamée dès la fin des années 1980, lui a permis de bâtir une fortune personnelle solide, évaluée à environ 15 millions d'euros. Ses albums, ses tournées à guichet fermé, et surtout ses droits d'auteur en tant que compositeur, lui assurent une indépendance financière totale. Mais l'élément crucial de son indépendance n'est pas seulement son propre travail. Depuis 2004, son mariage avec Alexandra Pastor l'a fait entrer dans une autre dimension. Issue de la plus puissante dynastie monégasque, les Pastor, sa famille possède un portefeuille immobilier estimé à plusieurs milliards d'euros. Ce n'est plus le show business, c'est l'ancien argent, bâti sur la pierre et le silence. Par cette alliance, David n'a pas seulement gagné en confort de vie, il a gagné une forteresse de discrétion. Son univers, c'est désormais l'opulence silencieuse de Monaco, à l'opposé de la flamboyance médiatique de Saint-Barth. Il mène une existence sobre dans le sud de la France, partageant son temps entre son studio, sa passion pour le sport automobile et des engagements philanthropiques, notamment pour les enfants malades. Ce mode de vie réfléchi lui a donné l'arme ultime dans la bataille testamentaire, l'indifférence financière. L'accord confidentiel trouvé en 2020 et un avec Laetitia n'a jamais été chiffré. Mais l'essentiel n'est pas là. David aurait obtenu la reconnaissance de son statut d'héritier moral. Et surtout, ses droits d'auteur sur l'album 5%, composé pour son père en 1999 et vendu à plus de 2 millions d'exemplaires, demeurent intacts. C'est sa vraie richesse, une trace musicale indélébile que nulle loi ne peut effacer. Aujourd'hui, Laetitia exploite les droits posthumes de Johnny, réédition, projet de musée, tandis que David garde ses distances, confiant à RTL en 2022. Je fais ma musique, pas celle des tribunaux. Le patrimoine, pour lui, n'est plus un chiffre, mais une question de dignité. Le 6 décembre 2017, la France s'est figée. Johnny Hallyday, l'idole nationale, s'éteignait à Marne-la-Coquette, emporté par un cancer du poumon. Le pays entier pleure son icône, culminant avec un hommage populaire d'une ampleur inédite sur les champs, Élysée. Mais derrière les larmes nationales, les drapeaux en berne et les hommages vibrants, un autre drame se préparait, plus intime, plus brutal, et destiné à exploser à la face du public. Quelques semaines après les funérailles, la révélation du testament californien fait l'effet d'une bombe atomique dans le paysage médiatique. L'idole avait tout légué, absolument tout, à sa dernière épouse, Laetitia, excluant de fait David et Laura de l'intégralité de sa succession matérielle et morale.
Ce geste, justifié par les subtilités du droit californien qu'il avait choisi, allait déclencher non pas une simple dispute, mais la plus médiatisée et la plus amère des guerres familiales du siècle. Pour David, la blessure était bien plus profonde qu'une question d'argent, de maison ou de royalty. L'humiliation publique du testament réveillait une douleur plus ancienne, une trahison qu'il n'avait jamais digérée. Il faut remonter à l'hiver 2009 à Los Angeles. Johnny, après une opération du dos qui a mal tourné, est plongé dans un coma artificiel à l'hôpital Cedars-Sinai. L'inquiétude est à son comble. Lorsque David, affolé, arrive au chevet de son père, il découvre avec stupeur que l'agonie familiale est déjà en mondovision. Des photographes sont présents aux portes même de la chambre, capturant l'intime souffrance. Pour David, il n'y a qu'une coupable, Laetitia. Il est convaincu que c'est elle qui a laissé entrer les caméras, transformant un drame privé en spectacle indécent. Ce jour-là, dit-on, quelque chose s'est brisé. Le fils s'est refermé comme une huître. Il n'a plus jamais regardé sa belle-mère de la même façon. Ce n'était plus seulement la femme de son père, c'était celle qui, selon lui, avait profané leur douleur. 8 ans plus tard, le décès du taulier ravive cette plaie béante. Lorsque le notaire annonce les termes du testament, c'est comme si l'incident de 2009 prenait tout son sens. La France s'indigne. Comment le fils de Johnny Hallyday peut-il ne rien recevoir ? Titre les journaux, ne comprenant pas comment le droit français, et son principe de réserve héréditaire a pu être contourné. Pour David, ce n'est pas une spoliation, c'est une négation. C'est l'effacement de son statut de fils. Poussé par ce sentiment d'injustice absolue, David et Laura Smet décident de saisir le tribunal de Nanterre. Leur objectif, contester la validité du document au nom du droit français qui protège les héritiers réservataires. C'est le début d'une guerre juridique et médiatique qui va durer 3 longues années. Commence alors une guerre de tranchées qui va durer 3 ans. Ce n'est pas seulement une bataille juridique, c'est un spectacle national, une guerre d'image et de légitimité qui se joue en mondovision. D'un côté, Laetitia Hallyday, la veuve éplorée, qui se positionne comme la gardienne unique et désignée du temple. Sa défense est claire. Johnny a voulu que je poursuive son œuvre. Elle incarne la volonté du défunt, s'appuyant sur le droit californien, qui sacralise la liberté testamentaire. De l'autre, David et Laura, les enfants du sang, qui brandissent le droit français et son principe fondamental de la réserve héréditaire. Ils accusent, à demi-mot puis de plus en plus ouvertement, une manipulation émotionnelle profitant de la vulnérabilité d'un homme affaibli par la maladie. La France se déchire. Les fans, orphelins de leur idole, doivent choisir leur camp. La légende Hallyday, autrefois monolithe de gloire, se fissure sous le poids des rancœurs familiales. Les magazines Paris Match, Gala, Voici deviennent les champs de bataille secondaires. Chaque détail est disséqué, chaque silence interprété, chaque phrase analysée. C'est une guerre asymétrique. Laetitia occupe l'espace médiatique pour défendre son honneur et la mémoire de son mari. David, lui, choisit une stratégie radicalement opposée, le silence calculé, la dignité dans la réserve. Lorsqu'il parle, c'est avec une économie de mots qui frappe. « Je ne veux pas de conflit », répète-t-il, mais ceux qui l'observent notent que sa voix tremble. Ce n'est pas la peur, c'est la rage contenue d'un homme qui se sent trahi. Il le martèle, ce n'est pas une querelle de fortune. Ayant bâti sa propre carrière et étant allié au pasteur, l'argent n'est pas le moteur. C'est une guerre existentielle pour le respect de la mémoire d'un père et pour sa propre place dans la lignée. En coulisses, les avocats s'affrontent avec une violence inouïe. Les audiences au tribunal de Nanterre sont scrutées comme des épisodes de série. Finalement, le 3 juillet 2020 et un accord définitif est annoncé. Les termes sont confidentiels, mais la victoire est amère. David et Laura renoncent à contester davantage le testament en échange de la reconnaissance de leur statut et, semble-t-il, d'une compensation symbolique et du respect de leurs droits moraux sur certains projets. Mais le cœur n'y est pas. David sort de cette épreuve épuisé. Il déclara « Je ne me bats pas pour l'argent, mais pour la vérité ». Derrière ces mots, on sent la fatigue immense d'un homme qui a dû se battre non pas pour obtenir quelque chose, mais simplement pour exister aux yeux de la loi et de l'histoire. La paix juridique est signée, mais elle ne soigne en rien la cicatrice morale. Elle est profonde, indélébile.
Le 10 janvier 2025, le Figaro Magazine publie une interview exclusive de David Hallyday. Le ton est sobre, sans artifice, loin du fracas médiatique habituel. L'artiste s'y confie longuement sur son processus créatif, son rapport au temps qui passe, et inévitablement sur la mémoire de son père. Au détour d'une question sur la réconciliation, une phrase tombe, précise, dénuée de toute colère, presque clinique. Je ne pardonnerai jamais à Laetitia. Ce n'est ni un cri, ni un appel au scandale. C'est une sentence, calme, définitive, froide. Dans les heures qui suivent, l'effet est inversement proportionnel à l'économie de mots. Les réseaux sociaux s'enflammant. Le hashtag David Hallyday atteint le sommet des tendances en France, ravivant la guerre des clans que l'on croyait apaisée. Les chaînes d'information continues relancent aussitôt le débat, l'héritage, la douleur, la réconciliation impossible. Les proches de l'artiste décrivent un homme lucide, enfin apaisé, mais qui refuse l'hypocrisie de la paix sociale. Ce jour-là, David est filmé quittant les studios de RTL après une autre promotion. Le visage est fermé, il refuse toute déclaration supplémentaire. Il est fatigué, dit-on, de devoir justifier son silence, et maintenant de devoir justifier sa parole. Pour lui, cette phrase n'était pas une provocation, mais une libération. 15 ans après la scène insupportable de l'hôpital de Los Angeles, il rompait enfin avec la bienséance, avec ce passé qu'il n'a jamais pu ni digérer ni enterrer. En coulisses, ses amis racontent que cette prise de parole n'était pas préméditée. Il aurait vu, la veille, un énième reportage retraçant la vie de Johnny, où Laetitia apparaissait, encore une fois, comme la gardienne absolue et incontestée de son œuvre. Cette narration, qu'il juge fausse et partiale, l'aurait poussé à rétablir ce qu'il estime être sa vérité. Le soir même, France Info consacre un débat spécial à la question « Peut-on pardonner dans la famille Hallyday ?» Des images d'archives défilent, poignantes, le mariage de Johnny et Sylvie, les concerts partagés, les sourires complices d'un père et de son fils sur scène. En fond sonore, la chanson 100%, composée par David pour Johnny, résonne comme une lettre ouverte. Nos vies s'écrivent dans le même sang. Pendant que les fans se déchirent sur la place publique, David Hallyday est déjà loin. Il est retourné dans son studio, cloîtré, travaillant sur un nouvel album. Ceux qui l'ont entendu parlent d'un disque testamentaire, non pas pour son père, mais pour lui-même. Un album sur l'amour filial, la perte et l'impossibilité de la réconciliation. 8 ans après la mort de Johnny, son héritage n'est plus celui des biens matériels, mais celui des valeurs. La fidélité à soi-même, la pudeur et le refus du mensonge. « Je veux que mes enfants se souviennent de la vérité, pas de la gloire », confiait-il en 2024. Son dernier mot, jamais n'était peu, être pas un refus de paix, mais l'ultime moyen de protéger ce qu'il reste d'amour. Car parfois, ne pas pardonner, c'est la seule façon de ne pas trahir